À la une, notre enquête sur les 208 soldats sénégalais contaminés au coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces militaires viennent de rentrer de mission de Gambie. Nous venons de l'apprendre, la collecte de fonds pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Les contributions avoisinent les 4 milliards de francs CFA ce midi. Revoilà les tournées économiques de Macky Sall dans les régions. Le chef de l'État attendu dans le centre du pays samedi prochain. Et ces tournées économiques du président de la République, on le verra, du déjà vu et très peu de résultats. La proclamation des résultats du BFM, pas de SMS comme pour le bac. Le ministère de l'Éducation nationale opte cette fois pour la solution radio communautaire uniquement. Le grand journal sur RFM et l'actualité internationale, elle sera présentée par Georges Déthié-Diop. La crise malienne, les regards sont tournés à Accra où se trouve la junte depuis hier soir. Un mini-sommet de la CEDEAO dans la capitale du Ghana. Principal sujet, le Mali et la problématique de la transition. En Côte d'Ivoire, 4 candidatures seulement retenues sur 44 dossiers. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, out leur camp, contestent le rejet de leur candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Les sports, le rendez-vous avec Malal Junior Diagne. L'état de dégradation du stade Ngalandou Diouf au cœur des préoccupations des dirigeants du Teungueth FC à 2 mois de compétitions africaines. Les dirigeants du club représentant le Sénégal alertent les autorités du ministère. Vieux Cassé, on parle basket, les néo-joueurs du club de Casa Rural des Amaros rêvent de porter le maillot national. Vous l'entendrez en exclusivité après sa signature. Il évolue en Espagne. L'état de la pandémie de Covid-19 dans le monde, c'est dans notre rubrique Coronews présentée aujourd'hui par Koumba Sandiane Faye. Et puis, le débat du jour d'un point de vue, l'opposition sénégalaise qui est en train de se déchirer. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. C'est la principale information de la mi-journée. L'armée sénégalaise touchée par l'épidémie de Covid-19, 208 soldats testés positifs au nouveau coronavirus. Révélation du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans son rendez-vous quotidien sur l'état de la maladie au Sénégal. Et avec son porte-parole, le docteur Mamadou Ndiaye. Sur 727 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 9 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Bignona 1, Sacré-Cœur 1, Saint-Louis 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 129 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 14 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Par ailleurs, la direction de la santé des armées nous a notifié 208 militaires de retour de mission testés positifs à la Covid-19 et suivis régulièrement dans les services. À ce jour, 14 529 cas ont été déclarés positifs, dont 10 692 guéris, 298 décédés et donc 3 538 patients sous traitement. Et qui sont ces 208 soldats sénégalais contaminés au coronavirus? Nous avons cherché à savoir, ces militaires font partie d'un contingent de 600 hommes qui étaient déployés en Gambie dans le cadre de la mission de la CEDEAO et qui sont rentrés au Sénégal il y a environ 2 semaines. Mais l'information a été verrouillée par l'état-major des armées. Et là, Ces 208 soldats font partie des 600 éléments sénégalais de la force de la CEDEAO récemment rentrés de la Gambie. Selon le patron de la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, tout le contingent avait été automatiquement mis en isolement au camp militaire de Toubacouta dès le retour par mesure de précaution dans ce contexte de pandémie de Covid-19. C'est ainsi que ces cas positifs ont été détectés, tous des cas asymptomatiques. Ils ont été pris en charge au centre aéré de Guéréo, affrété par l'armée au ministère de la Santé pour accueillir les asymptomatiques.
Certains de ces militaires vont d'ailleurs sortir d'hôpital demain, révèle le colonel Mokhtar Diop, après que leurs derniers tests sont revenus négatifs. Cependant, aucune information n'est donnée sur comment ces soldats ont été contaminés en Gambie. Ce pays enregistre plus de 3300 cas et plus de 100 décès liés au coronavirus. Le contingent sénégalais avait été déployé en 2017 dans le cadre de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, une mission qui avait pour but de contraindre l'ex-président gambien Yaya Jammeh à céder le pouvoir après sa chute à la suite d'élections remportées par Adama Barrow. Tout comme pour le contingent revenu de la Gambie, l'armée sénégalaise compte systématiquement faire des tests sur tous les soldats qui partent ou qui reviennent de mission afin de respecter le protocole sanitaire édicté. Le Covid-19 et les milieux professionnels lancement aujourd'hui de la campagne nationale de lutte contre le coronavirus en milieu de travail. Cérémonie cet après-midi à 15h au siège de la fédération syndicale CNTS à Dakar. Cérémonie présidée par le ministre du Travail, Sambassi. Merci d'écouter le grand journal sur RFM, midi et 5 minutes. RFM, la radio autrement. Les sinistrés des inondations vont recevoir une somme supérieure à 25 000 francs CFA, le montant de la bourse familiale, vous le savez. C'est dans le cadre de l'enveloppe de 3 milliards destinée à l'assistance sociale, dont le budget de 10 milliards du plan Orsec. Le directeur de la protection civile au ministère de l'Intérieur, Abdoulaye Noba, a fait la révélation ce matin sur notre antenne. Il était l'invité d'RFM Matin. Les opérations de recensement des personnes impactées ont déjà commencé. En principe, les listes seront stabilisées très bientôt et les opérations vont démarrer sur le terrain. Et pour cette présente opération, l'État a décidé d'expérimenter dans le cadre de ce plan Orsec. C'est vrai que c'était une action qui est mise en œuvre par le ministère chargé du développement communautaire à travers les bourses familiales. Il y aura ce qu'on appelle le système de cash transfert qui sera utilisé pour remettre donc aux populations impactées de l'argent, comme nous avons nous tous l'habitude d'en recevoir, d'en donner. Les personnes impactées vont recevoir combien exactement? Peut-être que pour le moment, les montants sont en train d'être étudiés, d'être stabilisés. Mais ce que je peux vous dire, le montant qui sera donc octroyé aux populations, aux personnes impactées, les montants donc seront supérieurs à ce que l'État a l'habitude de faire dans un autre cadre. L'État a l'habitude de donner 25 000 par trimestre dans le cadre du programme de bourse de sécurité familiale. Donc, ce sera plus de 25 000. Oui, je l'espère bien. Quand est-ce que vous espérez débarrasser complètement les eaux dans les zones inondées? Ça, c'est une question qui est lancinante, qui est difficile à répondre, puisque cette situation n'est pas uniquement due par les pluies. Il y a d'autres phénomènes, notamment l'érection d'habitats dans des zones non édificantes. Je crois que pour l'immédiat, Plan Orsec que Diourbel ne connaît pas, ou du moins le plan d'organisation des secours n'a pas encore démarré dans la région. En conséquence, Diourbel reste sous les eaux et dans les quartiers inondés, des dizaines de familles ont dû abandonner leur maison. Babacar Diouf. Le décor offre un tableau d'un véritable désastre écologique au centre-ouest de la commune de Diourbel. Ici, les maraîchers sont inquiets. En plus de perdre toute la production de cette année, ils ont aussi assisté impuissants à la dégradation de leur surface cultivable. Bassirou Sall, président des maraîchers de la région de Diourbel. Vous voyez là où nous sommes, c'est presque 1 mètre à 2 mètres de profondeur. Ce ne sont pas les cultures qui peuvent retenir ça quand vous voyez des arbres, des cadres, des baobabs, des nimes, l'eau arrachée, c'est les racines qui sont en l'air. Dans cette même commune, beaucoup de familles ont quitté leur maison. Elles leur ont été arrachées par les eaux de pluie. À l'instant même, les maisons sont vides. L'eau a pris toutes les maisons. C'est vraiment difficile. Donc, nous avons une association qui s'appelle And Tahaou Ndiarim. Et cette association a vraiment fait des efforts énormes. Ils ont assisté à une motopompe d'une valeur de plus de 3 millions et quelques. La situation est identique dans tous les quartiers de la commune de Diourbel. Les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour soulager les communautés. Lieutenant Camara, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel. À Kerbaïlaï, ils vivent la même situation également. Au niveau de Kerchach, donc idem. À Ngolomit 1, Ngolomit 2, donc pratiquement avec le volume d'eau qui s'est abattu l'autre jour, les 134 mm. Donc pratiquement tous les quartiers sont envahis donc, par ces eaux. Donc on a recensé un nombre donc, de 120 maisons
qui sont inondés. Une situation désastreuse qui devrait faire réagir au plus haut sommet de l'État, dont le plan Orsec tarde à se faire sentir à Diourbel. RFM Babacar Diouf. Et cette trouvaille de la mairie de Diendé dans la région de Sédhiou pour aider des familles dont les habitations ont été détruites par les fortes pluies tombées dans cette partie du sud du pays. Le conseil municipal leur a tout simplement offert des matériaux de construction. Max Oglid de Campanie. Ces dernières 48 heures ont été fatales pour beaucoup de ménages de la commune de Diendé et pour cause les fortes pluies enregistrées durant toute cette semaine, surtout ces derniers jours ont envahi beaucoup de maisons et causé beaucoup de dégâts. Le maire Amadou Diallo, après une tournée dans les différents villages de la localité, en a dénombré. Plus de 150 personnes aujourd'hui qui sont impactées. Nous avons initié cette rencontre, c'était juste pour voir l'ampleur des dégâts afin que nous puissions donner la liste auprès du sous-préfet qui est l'autorité administrative qui aussi en fera autant pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations de ces populations. Après ce recensement, le conseil municipal compte mettre la main à la pâte pour secourir ces sinistrés et dans la transparence selon le maire. Le premier appui que la collectivité voudrait faire par rapport à ça, c'est l'achat de 10 tonnes de ciment et 400 feuilles de zinc que nous comptons faire avec eux. Nous comptons d'abord faire une commission à laquelle les impactés, les chefs de village, le conseil municipal seront dans la dite commission. Et nous allons faire un travail consensuel, mais un travail aussi qui va faire appel à une transparence afin que chacun sache pourquoi il a eu tel appui. Cependant, l'édile de Diendé fait aussi appel à l'État pour un appui beaucoup plus consistant à l'endroit des sinistrés de sa commune et de la région. Aujourd'hui, nous avons des impactés par rapport aux dégâts, aux inondations. Nous pensons que l'État aussi pourrait faire quelque chose pour ces impactés. Max Euclid Campanie à Sédhiou pour la RFM. La saison des pluies rime avec coupure d'électricité à Fatick et cette année ne fait pas exception. Bien au contraire, elles sont nombreuses, elles persistent. Ça a fini par agacer les Fatikois. Notre correspondante Aminata Goudiaby. Ça va bien? Ça va? Dans cette boulangerie du quartier Ndouk, les fours sont à l'arrêt. Il y a encore coupure d'électricité et il dure depuis de longues heures. Papsei fait partie du personnel. Il y a des coupures à tout bout de champ et cela nous fatigue trop. Avant-hier, nous étions obligés de travailler toute la nuit avec le groupe électrogène. Et à un moment donné, nous n'avions plus de carburant. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de nos commandes. Depuis le début de l'hivernage, les coupures d'électricité ont repris de plus belle dans la ville de Fatick et ses environs. Et c'est beaucoup de désagréments pour les habitants. Walindjaï est animateur à la radio communautaire Ndefleng. Samedi passé, nous sommes restés toute la journée sans électricité. Nous étions là à nous tourner les pouces. Le courant avait été coupé de 3h du matin à 22h. Vous voyez un peu ce que ça fait pour nous qui travaillons dans une radio. Cette galère, les habitants de la commune de Fatick la vivent à chaque hivernage. Mahamadou Diané pointe du doigt la vétusté du réseau électrique qui alimente la commune de Fatick. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il suffit d'un seul souffle de vent pour que toute la ville se plonge dans le noir. Pas plus tard que la nuit du samedi 12 septembre 2020, une grande partie de la ville est restée plus de 4 heures sans courant. Autre qu'un réseau vétuste, j'allais dire défectueux, rien ne peut expliquer cela. Donc nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour que cela cesse. Car les activités économiques sont bloquées et que nos braves mamans perdent leur matériel ménager. Les délestages sont aussi notés de façon fréquente ces derniers jours dans d'autres communes du département de Fatick, comme Loul-Sessène. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. À midi passé de 13 minutes en mot d'éducation, l'examen du BFM, le brevet de fin d'études moyenne, qui a démarré hier et dont les résultats du premier tour sont attendus à partir de lundi prochain. Et dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, le directeur des examens et concours opte pour la proclamation des résultats par le biais des radios communautaires. Les explications donc du directeur des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale, Amadou Mokhtar Ndiaye. Il est interrogé par Elhadji Ndiogou-Diène. Les académies ne vivent pas la même réalité. Donc on n'a pas les mêmes réalités à Dakar, qu'à Thiès ou à Kédougou, voilà, ou à Louga. Donc, nous sommes entrés en contact avec les inspecteurs d'académie et nous avons échangé avec eux. Nous avons demandé d'abord de respecter les mesures barrières. Donc, interdiction formelle de tout rassemblement pouvant entraîner peut-être des risques de contamination.
Mais maintenant, ils prennent des initiatives locales parce que vous savez, dans plusieurs localités, nous avons des radios communautaires. Donc, personnellement, c'est des expériences que j'ai vécues avant d'être à Dakar. Donc, on a toujours utilisé les radios communautaires dans des zones, même dans la région de Thiès. Donc, il faut utiliser les radios communautaires et il faut entrer également en travail en parfaite intelligence avec les chefs d'établissement. Donc, d'où viennent ces élèves-là, pour trouver des schémas les plus appropriés pour procéder à la proclamation des résultats. Pour le bac de cette année, la formule des SMS a été utilisée. Est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous y travaillez ou non? Mais vous savez, tout le monde ne peut pas travailler sur ça parce que c'est des données techniques qu'il faut maîtriser, c'est du matériel. Parce que nous avons l'habitude au ministère de l'Éducation nationale de l'utiliser dans le cadre de nos concours. Je pense que pour le crème, c'est ce que nous faisons, pour les lycées scientifiques, c'est ce que nous utilisons, pour Maria Maba, c'est ce que... Mais ça demande un travail préalable. Ce qui peut arriver, c'est que vous envoyez des SMS à des non-destinataires. Quelqu'un qui est admis, vous lui dites qu'il n'est pas admis ou vice-versa. Donc nous, on veut éviter ça. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et c'est l'un des titres de ce grand journal, le lancement hier soir des opérations de collecte de fonds pour l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, initiative du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Et selon des sources de RFM, les contributions ont déjà dépassé les 3 milliards et s'approchent même des 4 milliards de francs CFA à la mi-journée. Revoilà les tournées économiques du président de la République Macky Sall, attendu les 19 et 20 septembre prochains dans la région traditionnelle du Sine Saloum, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il va visiter les cultures pour se rendre compte de l'état d'avancement de la saison agricole. Les producteurs ont des revendications sans doute à lui soumettre. Mais question, Macky Sall, c'est pas la première fois qu'il le fait. À quoi ça sert ces tournées économiques? Pas à grand-chose. Mohamed Ali Mouba. Selon Elhaj Mansour Sall, les tournées économiques du président Macky Sall peuvent se justifier politiquement, mais économiquement, elles n'ont pas de réel impact sur les populations. Elhaj Mansour Sall est économiste. Donc tu ne vas pas être spécialisé dans quelque chose pendant toute l'année. Aujourd'hui, le bassin arachidier ne fonctionne que pendant 3 mois au niveau de la saison des pluies. Tu vas en Casamance, qui pouvait être une zone où vraiment on pouvait développer énormément de choses, qui pouvait être le grenier du Sénégal. Rien n'est fait là-bas pour vraiment développer une industrie, à part autour du bassin de l'Anambé, où il y a le riz qui est mis en place là-bas. Donc il faut savoir que ce sont des tournées économiques. Bon, disons que le contenu économique, ça va être 30% de la tournée. L'explication qu'en donne l'économiste est simple. Les régions ne portent pas réellement le développement du pays. Le problème de ce pays, c'est qu'on n'a pas dans une dynamique de développement régional. Au Sénégal, tout tourne autour de Dakar. Donc Dakar, c'est presque plus de 85% du PIB. Donc ici, en matière de décentralisation économique, ça dit que faire porter dans chaque région un développement d'une certaine filière, ça n'existe pas dans ce pays. Si tu pars dans un pays comme l'Allemagne et dans d'autres pays, en Allemagne, il y a les Länder. Chaque Länder est spécialisé dans quelque chose. Il y a la roue qui est dans il va y avoir d'autres Landers qui sont dans l'agriculture, d'autres Landers qui sont dans tel ou tel ou tel. Pape Baga n'est pas totalement de cet avis. L'expert en développement estime qu'il y a eu des avancées quand même sur certains points. Je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui ont bien fonctionné, des programmes de l'État, notamment le PUDC, qui a, en termes d'aménagement d'infrastructures, réalisé beaucoup d'ouvrages au profit des régions cibles, notamment les pistes de production, tout ce qui est pont, tout ce qui est aujourd'hui aménagement pour les populations au niveau local, pour permettre au secteur de base, spécifiquement l'agriculture, l'élevage, qu'ils puissent avoir les moyens de transporter et de commercialiser. Ça a été vraiment, je pense, un élément majeur. Le deuxième mécanisme, c'est sur le financement des projets dans les régions. Quand je prends le sud, la région de Ziguinchor avec l'Anacar, il y a eu beaucoup d'investissements qui a été mis pour soutenir ces secteurs-là. Le nord, l'agriculture et la filière laitière, précisément à Richard Toll, il y a eu aussi, en fait, sur le mécanisme financier, des éléments qui ont été, des fonds qui ont été mis à disposition pour soutenir ces secteurs-là. Ça, globalement, sur l'investissement et sur l'aspect infrastructure,
Je pense qu'il y a eu des acquis que l'État du Sénégal a mis à l'issue en fait à l'issue de la tournée économique. Tout cela que l'on retrouve dans la stratégie du plan Sénégal émergent. Améliorer et renforcer les programmes pour une intervention plus cohérente. En tout cas, le président Macky Sall n'en est pas à ses premières tournées économiques. Par le passé, dans les 2 dernières années, Macky Sall a fait l'essentiel des régions du Sud. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Saint-Louis a reçu aussi le président de la République pour des tournées de ce genre. Mais les opposants politiques au président Macky Sall ne cherchent pas loin. Pour l'opposition, Macky Sall fait plus de politique politicienne qu'autre chose. RFM. L'actualité internationale. Le journal international préparé et présenté par Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Babacar. La situation politique au Mali, la junte militaire est à Accra pour une rencontre avec les chefs d'État de la CEDEAO. Les militaires, à leur tête le colonel Assimi Goïta, sont arrivés hier soir dans la capitale du Ghana. Ils ont été reçus par le président Nana Akufo-Addo. Ils dirigent ce matin une réunion avec les chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne. L'ultimatum lancé par l'organisation arrive à échéance. Mais la junte et la CEDEAO vont-elles trouver un terrain d'entente? La junte propose une transition de 18 mois alors que l'organisation sous-régionale en propose 12 au maximum. Aussi, la junte n'a pas tranché au sujet du caractère civil ou militaire de son dirigeant, là où la CEDEAO est catégorique, un président et un premier ministre de transition civile. Alors, qu'attendre de cette rencontre d'Accra? Nous avons posé la question à l'ancien premier ministre malien, Moussa Mara. Il reste maintenant à installer les organes et à désigner les animateurs. Moi, j'espère et je formule le vœu que la CEDEAO acte ces pas positifs et se montre ouverte à la levée des sanctions dès lors que le président soit désigné dans les prochains jours et qu'il puisse prêter serment. Donc, j'attends que la disponibilité soit encore toujours maintenue à l'égard du Mali vers la levée des sanctions dans les jours à venir. Alors, qu'en est-il de la durée de la transition et du poste de vice-président? Ça fait partie des éléments sur lesquels le CNSP est attendu à Accra. Je pense que le principe du vice-président, c'est un peu pour répondre aux préoccupations des Maliens. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a une bonne partie de la population qui estime que les militaires doivent diriger la transition. Il y a une autre partie de la population qui estime que ce soit les civils. Donc, en prévoyant un poste de vice-président, c'est un peu avoir un duo civil et militaire pour un peu répondre aux aspirations des Maliens. Donc, il s'agira d'expliquer et de montrer que ce ne sera pas un duo qui va se neutraliser, mais ce sera un duo qui va travailler dans l'harmonie au service de notre pays. Sur la question de la durée aussi, il va falloir expliquer à la CEDEAO et essayer de la convaincre que la durée de 12 mois n'est peut-être pas suffisante pour mener un certain nombre de réformes qui nous semblent être indispensables à mener pendant la transition afin de jeter les bases d'un renouveau de notre pays et donc obtenir son accord. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas aller à un bras de fer avec la CEDEAO. Il est prévu qu'un accord puisse être conclu entre la CEDEAO et le Mali. Dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui, si cet accord permet d'arriver à une durée consensuelle entre la CEDEAO, moi je serais preneur de celle-là. Moussa Mara, ancien Premier ministre malien sur RFM. Et la présidentielle ivoirienne maintenant, Georges Détié-Diop, au lendemain, la publication des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Ils ne sont que 4 en octobre prochain sur la ligne de départ. 4 sur les 44 dossiers déposés devant la commission électorale indépendante. Il s'agit du président sortant Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié du PDCI, du président de l'ancien parti au pouvoir, le FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et du candidat indépendant Konan Kouadio Bertin. C'est hier que le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats retenus. Il a rejeté les candidatures plutôt de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Leur camp rejette la décision du Conseil constitutionnel. Le porte-parole de Laurent Gbagbo estime que cela prouve la peur de l'actuel président vis-à-vis de son prédécesseur. Guillaume Soro, lui, parle d'une décision injuste et infondée et annonce qu'ils vont engager une étape nouvelle de leur combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire. L'Algérie, un journaliste condamné à 2 ans de prison ferme.
condamnation en appel. Il reste donc en prison. Selon Reporters sans frontières, le secrétaire général de l'organisation réagit et confie à RFI que le maintien de Khaled Drareni en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente. Khaled Drareni était le correspondant de RSF en Algérie et de TV5 Monde. Il est incarcéré depuis le 28 mars pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. C'était le journal international de Georges Déthié Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et le débat du jour, il va porter sur ces passes d'armes entre animateurs de l'opposition sénégalaise, notées depuis quelques jours. RFM Sport. Les sports, un journal présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Le stade d'Ngalando Diouf de Rufisque, les dirigeants du club Teungueth FC tirent la sonnette d'alarme. Ils sont inquiets à 2 mois des compétitions africaines et ils demandent à ce que ce stade soit réhabilité au niveau des vestiaires et des tribunes. Beaucoup de difficultés notées par les dirigeants du club de Rufisque. Plus de détails sur cette situation avec Abdou Diouf Diagne. Réhabilité en 2017, le stade Ngalando Diouf de Rufisque se dégrade. La tribune découverte n'est plus fonctionnelle. Un problème de plomberie se pose au niveau des vestiaires, joueurs et publics. Le salon d'honneur n'existe que de nom. La toiture ne joue plus son rôle de couverture sécurité, entraînant ainsi la dégradation de l'éclairage public domestique. Avec cette situation, Teungueth FC risque de ne pas jouer ses rencontres internationales à domicile. Son président Babacar Ndiaye avait sonné l'alerte lors de l'une de ses sorties médiatiques. L'appel ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd. La mairie-ville sort de son silence et annonce des travaux de mise en norme. Daouda Correa est adjoint au maire. Des travaux de rectification, des travaux d'amélioration et des travaux de mise en norme. Et disons des travaux de réhabilitation. Ce n'est pas de grands travaux. Donc si nous y prenons à temps, je crois que nous pourrons être dans les délais. Nous avons les moyens. C'est des travaux qui sont dans notre disponibilité. Les travaux peuvent être réglés dans l'ordre de 10 à 20 millions. Pour une bonne préparation de la Ligue des champions africaine, le stade est entièrement mis à la disposition de Teungueth FC. Une convention a été signée entre la mairie-ville et le président Babacar Ndiaye. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Mise à jour du calendrier de la Ligue 1 française. Aujourd'hui, match comptant pour la première journée. Montpellier reçoit Lyon à 19h. Du basket, Vieux Cassé, sénégalais. Il signe au Casa Rural de Zamaro. C'est en première division espagnole. Voilà, et c'est un jeune basketteur issu d'une famille de sportifs qui va donc évoluer pour une saison sous les couleurs de son nouveau club. De son envie également de porter le maillot national du Sénégal. Il en a parlé dans une interview accordée à Sodekia. Ce qui m'a motivé le plus, cette année, je dois rencontrer un autre club. Je dois jouer avec des autres clubs que je n'ai jamais connus et tout. Donc, pour mieux apprendre aussi, monter mes expériences. Je vois ça d'autres méthodes d'apprendre. Et de l'autre côté aussi, l'université que je dois partir, elle est très proche, là où je dois vivre et tout. Caceres, c'est une équipe de l'Euro en deuxième division en Espagne. Leur objectif, c'est de prendre les joueurs de là-bas, par exemple moi, comment former là-bas et tout, et de leur monter avec la première équipe. Ils s'inscrivent là-bas, commencent à s'améliorer, d'être un joueur professionnel et tout. Moi, mes ambitions pour l'équipe nationale, comme tous les joueurs, et mon jour viendra aller représenter les couleurs de la nation. Ouais, moi, je me rappelle, je crois que c'était en 2013 ou 2014, quand Viendo a mis 3 points pour nous amener à Mondial. Ce jour-là, j'avais beaucoup pleuré, j'étais trop content. Et voilà, moi aussi, j'aimerais un jour aller défendre le couleur de mon pays. Aussi, mon frère, Mansour Kassé, il était là-bas pour aller défendre le club de son pays. C'est un modèle aussi. Ces 3 points de Viendoy, c'était en Côte d'Ivoire à Treichville. Salué par Vieux Cassé, le jeune basketteur. Merci. Malal, c'était les sports.
RFM, la radio de toute l'actualité. Et maintenant, le rendez-vous avec Koumba Sandiane Faye, c'est elle qui nous présente ce midi Coro News, notre rendez-vous sur la progression de la maladie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde. À noter qu'ici, chez nous, au Sénégal, il a été signalé que 208 militaires qui sont revenus de mission ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Un cas de décès est aussi enregistré. Selon les informations fournies par les services du ministère de la Santé ce mardi, 15 cas déclarés positifs sur 727 tests. La maladie commence à évoluer en Afrique. Au Burkina Faso, par exemple, 76 élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration et de magistrature ont disparu après avoir été testés positifs à la Covid-19. Les autorités sanitaires qui redoutent une propagation de la maladie les appellent à se rendre. 189 élèves ont été testés positifs sur 800, toujours au pays des hommes intègres. Un autre pays, Éthiopie, malgré d'intenses efforts fournis par les autorités pour faire face à la pandémie. La ministre de la Santé éthiopienne annonce que 17 autres patients sont décédés, portant le nombre de décès à 1013. 861 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en Belgique, en France, dont les universités. Des cas de Covid-19 ont été recensés dans une dizaine d'établissements d'enseignement supérieur, conduisant à la suspension des cours en présentiel, a indiqué ce lundi la ministre Frédérique Vidal. Parmi les clusters identifiés, celui de la filière santé de l'université de Rennes est emblématique. 43 cas de coronavirus ont été enregistrés. Les 490 concernés vont être testés dans la semaine. Aux États-Unis, le pays le plus touché dans le monde, le nombre de décès est de 475 morts en 24 heures. Ce mardi 15 septembre, le virus Covid-19 touche 29 519 729 cas confirmés. Koumba Sandiane Faye, Coro News, merci. RFM, le grand journal, midi et 31 minutes. RFM, la presse du jour. Revue de presse préparée par Georges Détié-Diop. Bonjour. Lancement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, plutôt bon début et pour cause. Le journal Les Échos rapporte que plus de 1,5 milliard ont été récoltés en seulement quelques heures. Mon confrère relève que le gérant de Malikia promet 300 millions de francs CFA, Aziz Ndiaye 250, Yopsi le jackpot 500 briques. Beaucoup d'autres disciples ont mis la main à la poche, note toujours le journal Les Échos. Selon le journal Enquête, le bijou sera réceptionné dans 18 mois. L'architecte de l'ouvrage explique à mon confrère que le bâtiment sera plutôt rénové. Il ne s'agit pas de reconstruire ou de changer grand-chose. Pas en tout cas à l'extérieur. Selon Mouaoudou Malik Faye, le bâtiment fait par Serigne Babacar Sy est un vestige. Il va être transformé en musée donc. Ousmane Sonko, déverté pas mûr à l'opposition, le leader de PASTEF en visite aux sinistrés des inondations dans des quartiers de Ziguinchor. Le journal Les Échos constate que Sonko n'aime pas la manière dont ses camarades de l'opposition s'opposent. La plupart des opposants, dit-il, ne s'opposent en effet qu'à Ousmane Sonko. Certains sont des opposants de Macky Sall qui les a financés pour qu'il attaque l'opposition, lance le leader de PASTEF, qui n'a pas ménagé non plus le régime du président Sall, qu'il accuse de n'avoir pas fait grand-chose pour Ziguinchor. Ziguinchor, dit-il, ressemble plutôt à Kaolack avec des tas d'immondices, promettant par ailleurs de mettre en fonds pour assister les sinistrés. Sur les montants de 21 milliards de francs CFA alloués à Ziguinchor, seul un projet de 5 milliards non livré a été réalisé, affirme-t-il dans le journal LAS. Sonko promet de rendre visite au directeur général de l'ONAS dès son retour à Dakar. J'attends qu'il me donne tous les documents et nous prendrons des experts pour faire la contre-expertise. Fin de citation. Dans les attaques d'Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany s'est senti concerné, visé. Contre-attaque donc ce matin dans le journal des médias, Tribune, en première page. Le journal note que Sonko frappe à tout va parce qu'il a la mémoire courte. Un plaisantin qui s'amuse avec les Sénégalais. Conclusion du journal LAS, les inondations font chavirer l'opposition. Plus de consensus, les clashs multiplient entre opposants. Pendant ce temps, Sousa en profite pour poser une question simple. Pourquoi il refuse de se salir les pieds? Macky Sall, Moustapha Niasse, les deux Aminata Touré
et Mbengue Ndiaye. Pourquoi ces personnalités donc ne vont pas consoler les sinistrés? Réponse d'un juriste politiste dans le journal Source A. Pour Serigne Ahmadou Gaye, l'enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, non seulement les huées constitueraient une source de délégitimation sociopolitique, mais aussi démystifieraient les institutions publiques qui ont déjà reçu beaucoup d'épercutes politiques, syndicaux et électoraux. Dans le journal L'Observateur, cette enquête sur le quotidien du pape d'Issopi, Maître Abdoulaye Wade, d'un président à l'isolement. Le confrère note que l'ancien chef d'État est dans sa maison sur la Corniche, sans personnel confiné à Fann, résidence, interdiction systématique de visite excepté quelques proches. Toujours dans l'Observateur, cette alerte sur la consommation du lait caillé. Attention, danger, forte teneur en aflatoxine M1. Le journal note qu'il y a risque d'hépatite, de cancer, nerfs, les louches du danger, titre le journal. Selon Youssoufa Diop, enseignant, chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey, le lait vendu dans les cantines ou boutiques Nerso, c'est selon serait cancérigène. Une alerte basée sur une recherche scientifique qui a révélé une forte teneur d'aflatoxine dans le produit alimentaire très consommé dans les quartiers populaires. Le journal note qu'il faudra alors faire preuve de prudence, se faire vacciner donc. Dans le journal Vox Populi, mariage et tradition chez les Sérères, dans l'intimité des mariés non initiés au doute, le journal a fait un dossier sur ce doute, un rituel pour devenir une vraie femme. Les femmes non initiées, relève le journal, sont stigmatisées. Gamboul Sing Singa, le village aux deux catégories de femmes. Yari Youfay, non initiée, stigmatisée, raconte son calvaire. Elle dit: je n'avais même pas le droit de manger avec les femmes initiées. À lire ce dossier dans le journal Vox Populi. À lire aussi cette affaire du professeur d'EPS de Mbour qui couchait avec des mineurs. Ciré Sall sur les traces d'un prédateur, titre Le Confrère. Le journal note que le gérant d'auberge qui lui prêtait une chambre pour assouvir ses fantasmes a été arrêté. Il promettait de l'argent et de bonnes notes à ses victimes. Après avoir accouché en plein baccalauréat 2020, Aïssata, première de son centre, titre le journal Source A. Le Confrère note que c'est au deuxième jour de l'examen après les épreuves de mathématiques, quand elle est rentrée à la maison, que les premières contractions ont commencé. Elle dit: j'ai fini les épreuves à 16h, je suis rentrée et comme la douleur était plus intense, je suis allée à l'hôpital et j'ai accouché à 17h40. La sage-femme m'a délivré un certificat d'accouchement. Je suis arrivée avec 15 minutes de retard pour continuer les épreuves et finalement, j'ai été première du centre. À lire cette histoire dans le journal Source A. Dans le journal Stade quotidien du sport, bien sûr, Mercato Lyon dans l'expectative. Koulibaly, Sarr, Niang, Baldé. Koulibaly tout d'abord, ultimatum expiré de City qui drague Jiménez. Ismaël Sarr à Liverpool cet été ou en janvier 2021, s'interroge le journal. Mbaye, une équation à plusieurs inconnus. Keita, Baldé, Yao, plusieurs prétendants, aucune offre concrète jusque-là. Dans le Sululam, Mbaye, coach Baol Mbolo met les pieds dans le plat. Il dit: le combat Tafatine Boignan 2 n'existe pas. Tafatine n'a reçu jusque-là aucune avance. Kalis a jusqu'à ce mardi pour nous libérer. Il nous a remis un chèque sans provision. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du Midi jour. 37, point de vue, on y est et nous recevons Maurice Soudiek-John, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Et il n'est pas encore là. Bakary Domingo Mané, journaliste, il est bien là lui. Bonjour Bakary. Bonjour Bakary. Le débat du jour d'un point de vue dans le grand journal de RFM porte sur ces dissensions dans les rangs de l'opposition. Déjà, on avait une configuration pro-anti-dialogue et là, depuis quelques jours, sur la question des inondations, des propos aigre-doux échangés directement ou indirectement entre animateurs de cette opposition-là. Quelle est votre première analyse, Bakary Domingo Mané? Ma première analyse, c'est de dire que le président Macky Sall a réussi son coup parce qu'en instituant d'abord le dialogue, il est parvenu vraiment à diviser l'opposition. Aujourd'hui, la question, disons, du statut du chef de l'opposition est en train de diviser, disons, l'opposition, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une bataille arrangée entre ceux qui pensent que Idrissa Seck doit être le chef de l'opposition et ceux qui pensent le contraire. Donc, on ne se cache plus, hein, vraiment pour calomnier, pour attaquer
l'autre parce que simplement il y a un enjeu. L'enjeu aussi c'est le chef de l'opposition dont on dit que bon on va donner, on va attribuer, à qui on va attribuer 2 milliards. Donc cet argent déjà c'est fantasmé et c'est vraiment le positionnement qui explique aujourd'hui vraiment disons ces dissensions au sein de l'opposition. Merci Bakary. Pour cette première lecture, on n'aura plus Maurice Soudjek-Dione, mais plutôt son collègue Moussa Diao, lui aussi enseignant donc à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est le seul fait des manœuvres de Macky Sall, ces voix discordantes dans les rangs de l'opposition, Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, on va le présenter plutôt comme un candidat à la candidature à la dernière présidentielle, puisque recalé à l'étape parrainage. On a vu un texte de Thierno Bocoum, ancien député Réumi, faire des allusions à l'endroit peut-être d'Ousmane Sonko et de sa posture, ses descentes sur le terrain, ses déclarations sur les inondations. Est-ce que ça, c'est le seul fait de Macky Sall ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont assez responsables quand même pour se faire manipuler à ce point. Il y a une rivalité, certes, entre les leaders au niveau de l'opposition, et ça les fragilise davantage, d'autant qu'on est dans un contexte un peu spécifique où l'opposition a montré sa fragmentation, elle n'est pas unie, il y a des rivalités, on l'a dit avec le chef de l'opposition, les prises de position divergentes. À mon avis, cette guerre existe aujourd'hui, elle est manifeste et traduit de graves discordances dans l'opposition et la difficulté justement de les unir. À mon avis, ce n'est pas la responsabilité du président Macky Sall. Ça dépend des ambitions des uns et des autres et de leur incapacité à s'unir parce qu'ils ont des intérêts divergents. Et c'est dommage que l'opposition soit fragmentée, d'autant plus qu'ils constituent une nouvelle élite, ce sont des jeunes qui devraient plutôt penser l'avenir. Penser l'avenir, c'est d'analyser la situation, de faire des propositions plutôt que de se lancer des flèches ou de s'attaquer mutuellement. Ça les fragilise et ça n'augure aucun avenir pour une relève d'une élite politique susceptible d'apporter des réponses qui se posent au niveau des populations. Ouais. Alors, on retourne auprès de Bakary Domingo Mané. On a donc vu cette opposition, les Omar Sarr et autres membres du Diop de Croix accusés de se rapprocher du gouvernement, de Macky Sall, du palais présidentiel. Idrissa Seck qui serait extrêmement intéressé par le poste de chef de l'opposition. Mais alors, qui gagne? Pour vous, c'est Macky Sall qui gagne, mais que dire d'Ousmane Sonko qui incarne le radical dans ces rangs de l'opposition? Oui, moi je pense que on ne peut pas exclure vraiment les manœuvres de Macky Sall sur du dialogue national, sur l'accès au chef de l'opposition. Il ne faut pas écarter ça. Ça, c'est pensé. Ajouter à ce fait maintenant la personnalité vraiment d'un leader de l'opposition qui est Sonko, qui vraiment incarne une opposition radicale. À la limite même, sa façon de faire gêne, aussi bien dans le camp de Macky Sall que dans le cadre de l'opposition, parce qu'on n'a jamais vu une opposition comme cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allie à la fois la parole, n'est-ce pas, à l'acte, donc il y a des descentes fréquentes, je disais fréquentes sur le terrain, quelque part gêne, même au sein, n'est-ce pas, de l'opposition. Donc, pour moi, aujourd'hui, la manœuvre, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, les Sarr et les autres, les néo-libéraux vont se rapprocher, n'est-ce pas, de Macky Sall. Et même moi, je vous dis, et ça, je suis convaincu de cela, Macky Sall est en train de jouer avec cette histoire de chef de l'opposition. Je pense qu'il est en train d'endormir Idrissa Seck, qui, je crois, est assez intelligent, vraiment pour tomber dans le panneau. Dans tous les cas, il va jouer la montre, donc en sachant qu'on se chemine vers des locales. Et là, vraiment, il est maître du jeu pour le moment. Donc, avoir quelqu'un en opposant qui affiche vraiment sa radicalité, quelque part, vraiment, ça dérange aussi bien dans l'opposition que dans le parti au pouvoir. Merci Bakary Domingo Mané. On termine avec vous, professeur Moussa Diao, avec cette dernière question.
Ousmane Sonko vraisemblablement va être seul contre tous, risqué pour lui, ou le boulevard il est ouvert parce que il va peut-être être isolé. Le pouvoir pourrait ne pas manquer d'artifice pour l'isoler. Hein. Oui, on comprend parce que moi je n'aime pas tellement le terme d'opposition radicale. Je préfère le terme une opposition offensive qui manifeste, qui critique et qui fait des propositions. Mais là, à l'état actuel des choses, c'est vrai que chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, des oppositions au niveau des leaders de l'opposition, on cherche un bouc émissaire. C'est vrai qu'il y a un jeu politique qui est là, et on sait que Sonko dérange parce qu'il s'oppose de façon réfléchie, de façon vraiment dynamique. C'est ça qu'on attend d'une opposition, avec bien sûr des propositions et des perspectives. C'est ce qu'on attend d'une opposition. Mais maintenant, il faut voir, bien sûr, il y a des manœuvres politiques par-ci, par-là. C'est aux leaders de comprendre ce jeu politique-là, et d'éviter les pièges. Peut-être aussi, professeur Moussa Diaw, tout le monde y trouve son compte. Merci en tout cas. On va poursuivre ce débat tout à l'heure dans le grand journal en Wolof de 13h avec Papa Ngagne Ndiaye. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand journal. Merci à Abdoulaye et Yacine qui étaient à la régie, coordination de ce grand journal, et là, Ndiogou Diène.